Bienvenue dans ce nouvel épisode de RBFA Talks, le podcast de l'Union royale belge de football. Pour célébrer notre 125e anniversaire, nous sommes à la recherche de notre Icons Team. Aujourd'hui, nous évoquerons les milieux de terrain en compagnie de Mbo Mpenza et Christine Schreder. Nous examinerons les candidats potentiels pour notre Icons Team. Je m'appelle Stéphane Van Loek. Bienvenue dans notre podcast 125 ans Icons Team. Voilà, bienvenue tout le monde. Bienvenue aussi à mes deux invités, Christine Schreder et Mbo Mpenza. Je dirais, présentez vous-même. Christine Schreder, on vous connaît de l'écran aussi, de la voix derrière les matchs. Commentatrice, présentatrice, analyste aussi un peu. Surtout journaliste, oui, c'est vrai, voilà. de base. Et puis c'est vrai qu'au fil de la passion qui se développe, on a l'impression de pouvoir aussi un petit peu analyser les rencontres. Mais donc, merci pour l'invitation, Stéphane. Avec plaisir. Très contente d'être là. Et surtout, si je suis là, je vais dire avant tout en tant que passionnée de football. Voilà. Et une passion qui remonte quand même assez loin. 1982, ça, c'est vraiment le moment où je tombe en amour avec le football. Presque aussi loin que chez moi. Ah, Presque. voilà. Mais je dis plus rien. Non, Mbo est plus jeune. Voilà. Mbo, bienvenue aussi à toi. Ancien Diable Rouge, maintenant un peu ambassadeur, organisateur, homme avec beaucoup d'idées sur le foot. Effectivement, oui, ancien international, tu l'as très bien dit. Et par la suite, j'ai fait un master management avec l'UEFA. Et bon, puis par la suite, encore une fois, j'organise pas mal d'événements. Et j'utilise le sport comme moyen d'intégration, d'éducation. Et donc, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir une grande ouverture d'esprit. Formidable. On va parler des milieux de terrain aujourd'hui pour un peu encourager les gens à voter pour leur 11 idéal, les 11 iconiques de 125 ans de l'histoire de l'Union belge ou du football belge. On va discuter sur les milieux de terrain. On vous a invité parce que vous êtes milieu de terrain, vous étiez milieu de terrain, mais tu as aussi joué comme attaquant. Donc, on va aussi te présenter comme attaquant. Mais bon, aujourd'hui, on discute... C'est mieux comme ça je ne peux pas me voilà, mettre dans les milieux de terrain. Parfait. Donc, et comme vous le savez, je vais vous demander de faire votre ligne idéale, donc votre milieu de terrain idéal avec 3 joueurs sur lesquels les gens peuvent voter. Voilà. Christine, à vous l'honneur à présenter votre milieu de terrain idéal. Mon trio. Je les donne tous les 3 ? Oui. D'accord. Et après, on discutera. D'accord, ok. Eh bien, moi, puisque le concept, c'est quand même le 11 de légende, oui. Peut-être que ce n'est pas intrinsèquement vraiment les plus grands milieux de terrain que la Belgique ait connus, mais il y a des choix aussi un petit peu affectifs quand on choisit un 11 de légende. Alors... je vais citer les 2 premiers. Je pense que le plus récent, mon choix, c'est Kevin De Bruyne. Là, on est quand même aussi sur le intrinsèquement au-dessus du lot et sans doute un des footballeurs, on va dire même toute ligne confondue, un des plus grands footballeurs belges de tous les temps déjà, alors qu'il est encore en activité. Et puis, pour moi, parmi le top 3, sans doute, jusqu'il y a peu d'être tout grand, Enzo Scifo. Enzo Scifo, après on développera, j'imagine, pourquoi ces choix aussi. Oui. Voilà. Oui. Et puis, Marouane Fellaini. Parce que, dans nos souvenirs, et c'est pour ça aussi qu'on parle de légende, il y a ces moments tellement importants dans une rencontre de football où on a l'impression qu'un joueur va faire la différence. Et cette impression se confirme. Oui. Et ça, c'est toujours... Parce que quand je suis les Diables Rouges, c'est vrai que j'ai la chance de faire ce métier de journaliste foot depuis plus de 20 ans maintenant. Mais là, quand je suis les Diables Rouges, quelle que soit l'époque, je retrouve mon âme d'enfant, mon âme de passionné. Et je peux vraiment laisser libre cours au côté supportrice, ce qu'on ne fait plus quand on est journaliste. Et vous le savez bien, Mbo le sait aussi, parce qu'il côtoie les journalistes depuis toujours aussi. Et toi, Stéphane, tu le sais aussi. On doit mettre... notre passion quelque part et notre affection, notre affect de côté. Mais quand c'est les Diables, alors là, on peut tout lâcher. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas tout à fait son style de jouer, mais il est indispensable. Marouane. Pas Marouane, oui. Oui, évidemment. Évidemment, et surtout par ce côté indispensable où sur les dernières Coupes du Monde, et les 2 dernières, par 2 fois, il écrit la légende des Diables Rouges quand même aussi, quelque part. En 2014, sur ce premier match, où on attend depuis si longtemps un retour à la compétition.
Et je me souviens que donc, la dernière Coupe du Monde, c'était 2002, avec Mbo notamment. Et puis là, on est en 2014, on a attendu pendant 12 ans. 12 ans, c'est long. Après avoir vécu, combien 5, 6 affiliés. 6 Coupes du Monde d'affilée en tant que supportrice. Et puis, 2014, c'est le moment où là, je suis devenue maman depuis quelques années. Donc, pour la première fois, je regarde la Coupe du Monde avec mes enfants. On est devant Belgique-Algérie et on est mené. Je dis, ah non, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, je suis avec mes enfants et tout. Je me dis, c'est pas possible. Ils vont pas regarder leur premier match de Coupe du Monde et on va perdre. J'ai quand on parle des Diables Rouges. Et puis, il y a Marouane. Donc voilà, il est inévitable. Et puis, comme contre le Japon, il y a Marouane. Et là, on est de nouveau dans la même situation. Là, j'ai ma fille qui pleure, qui me dit, maman, c'est pas possible. C'est pas son genre, en plus de pleurnicher. Mais elle me dit, je dis, non, écoute, ça va aller. C'est 0-2, mais ça va aller. Elle me dit ça aussi. Je me dis, c'est pas possible. On va pas sortir avec cette génération-là contre le Japon. Tout respect pour le Japon, qui est un football extraordinaire, mais on peut pas sortir contre le Japon. Et il y a Marouane. Donc voilà pourquoi Marouane. C'est drôle, c'est un type, un guerrier sur le terrain et si timide en dehors du terrain. Hein. C'est vrai. C'est incroyable. Il est surtout face caméra, je pense qu'il n'aime pas trop cet exercice-là. Non, mais une fois quand il parle, il dit des choses vraiment évidemment. Très bien. Évidemment. Mais oui, il préfère hors caméra. L'homme à côté et l'homme sur le terrain sont deux différents types. Hein. Mais c'est souvent le cas. C'était avec toi aussi le cas, non? Tu étais le même sur le terrain qu'à côté? Ouais, il faut surtout dire ça à mon épouse, hein, si je suis aussi calme. Voilà. On va la demander. Sur le terrain que dans la vie de tous les jours. Et voilà. Ok, Mbo. Tes 3 joueurs préférés du milieu de terrain? Alors, ce qui est dingue, c'est que ça se rapproche fortement de ma chère Christine. Oui. Et c'est un peu logique. Mais moi, je vais partir sur 3 joueurs, comme tout le monde, sur 3 générations différentes. Oui, c'est ça. Passé, présent, futur. Oui. Okay. Parce que, bon, c'est vrai que pour le futur, pour moi, c'est maintenant. Pour les joueurs qui jouent à l'heure actuelle, cette génération aussi, on pourrait mettre 3 noms. Voilà. Mais je ne voulais pas. Donc, je voulais vraiment que toutes les générations se trouvent. Présent, Donc, si on part sur le futur, maintenant, c'est Kevin De Bruyne. Je pense que c'est clair qu'avec les qualités qu'il a dans les clubs dans lesquels il joue, dans la personnalité qu'il représente pour les Diables, je pense qu'il n'y a pas photo. Deuxième, présent, pour moi, quand je dis présent, c'est parce que c'est au moment où moi j'ai joué. Donc c'est Enzo. Enzo Scifo, jouer avec un joueur pareil, c'est qu'un plaisir de le voir jouer. En tant qu'être humain aussi, c'est vraiment une grande personnalité. Et passé, là, j'avais encore quelques doutes parce que c'est pas vraiment mon temps, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a Jeff Jurion ou alors Wilfried Van Moer. J'hésite entre les deux. Je penserais plus pour Wilfried parce que c'est tout simplement au niveau des phases finales, je pense qu'il en a fait plus que Jeff Jurion. Donc voilà, c'est plus ce côté-là sentimental que je prendrais plus Wilfried Van Moer. Parfait, on était sur la même onde parce que j'avais les 3 mêmes. Mais je vais, comme tu as choisi pour Van Moer, moi j'étais en train de douter aussi entre Jurion et Van Moer, 2 joueurs les années 60 et 70, et Wilfried encore 80, 82. Donc très important comme travailleur, comme récupéreur dans l'époque de Guy Thys. Donc il a été appelé quand il jouait à Beringen, qui se battait pour rester en D1. Hein. Donc ça c'était... Et ça, vous connaissez l'histoire que Guy Thys était à côté de Rick de Saadler, ancien commentateur qui a décédé depuis longtemps, mais une légende chez les commentateurs en Flandre. Et il était un peu ami avec Guy Thys, il discutait beaucoup sur le foot. Et après un retour d'un match où la Belgique avait perdu, parce que c'était une époque où ça n'allait pas très bien au début de Guy Thys, on a commencé avec un match nul à Lokeren contre la Norvège. Ce n'était pas grand-chose. Et donc... ils étaient les deux en avion, en discutant sur le foot. Qu'est-ce que je dois faire? Et je suis à 90% certain qu'Eric de Saadler a dit qu'il pense à Wilfried Van Moer. Et voilà, c'était l'époque aussi où les journalistes pouvaient donner leur avis au coach. Il écoutait à Guy Thys. Moi, Roberto Martinez m'appelle souvent. Hein. Oui, on peut le faire. Mais Guy Thys, il écoutait. À la fin, il faisait ce qu'il voulait, évidemment. Mais il tenait compte de ce qu'ils disaient les gens
c'était une époque tout à fait différente. Mais bon, voilà, donc déjà, les noms, un qui est... Enfin, deux, il y en a deux qui sont parmi nos doigts, c'est Enzo Scifo, qui, un joueur exceptionnel, c'était le prince, un nouveau prince qui est arrivé au Parc Astrid, ou le parc où tu allais comme enfant. Quand c'est là aussi que j'ai commencé à aimer le football, parce que j'allais à l'école à Anderlecht, que je vivais à Anderlecht. Donc évidemment, c'est un peu comme on va dans son club local. Pour moi, c'était le club local, évidemment. C'était gai, parce qu'à cette époque-là, ça gagnait souvent à Anderlecht. Donc c'était gai comme d'avoir un club local comme ça. Mais donc, voilà, la passion se déclare là. Et justement aussi, ma passion, c'est les débuts d'Enzo Scifo à 18 ans. Et ce premier tournoi, alors pour le ramener au diable, l'Euro en France en 1984, où il n'a que 18 ans. À cette époque-là, c'était quand même plus rare d'avoir un joueur de cet âge-là, aussi qui marquait les esprits comme ça. Ou même, je ne sais pas si on repense même maintenant aux tout grands joueurs internationaux, Lionel Messi, à 18 ans, n'était pas... dans l'équipe d'Argentine, comme ça, un élément clé. Comme tu dis, à cette époque-là, c'était pas l'époque de maintenant. C'était tout à fait différent en tant que médiatisation, tout ça. Et surtout, il avait une emprise sur l'équipe. Oui, c'est ça, mais dès ses premiers matchs. Là, il était patron. C'était vraiment... moi aussi, je me rappelle, en 86. Oui, après, Voilà, c'est là où moi aussi, j'ai commencé vraiment à suivre le football, parce que voir ce genre de joueurs, voilà, ça reste exceptionnel. C'est vrai que la génération qui ne l'ont pas connu, c'est dommage, parce que voilà, c'était un numéro 10. Oui, un vrai. C'était un 10. Oui. Maradona, c'était un 10. Oui. Donc voilà, ce sont des joueurs qu'on pouvait comparer, parce qu'ils savaient dribbler, ils savaient passer, ils savaient jouer court, long, ils avaient une vista, marqué. Effectivement. Une belle frappe aussi. Les points faibles des deux, c'était jeu de tête. Bon, ça, on ne leur demandait pas de marquer la tête, mais voilà. Mais malgré ça, je ne sais pas si c'était le cas en Wallonie, mais en Flandre aussi, il a été critiqué beaucoup de fois à cause de son style de jeu, pas trop en profondeur, mais toujours en... Latéral. Ça, c'était un peu... Ça dépendait, parce qu'il savait donner justement des longs ballons de temps en temps, très précis, mais... C'est aussi, après, c'est le jeu. Il voulait le faire trop beau parfois. C'est ce qu'on lui a reproché. Il a quand même été décisif dans ces tournois-là. En 84, franchement, ils ne font pas un bon tournoi, les Diables, à l'Euro en France. Mais lui, on n'a rien à lui reprocher. Surtout qu'il est jeune. Hein. Voilà, il a 18 ans. En 86, il participe pleinement à l'épopée, la première grande épopée des Diables. Et puis en 1990, il est au-dessus du lot, en Italie, sur ses terres d'origine. Le match contre l'Angleterre. Là, je crois que là, lui et Jan Keulemans qui tire sur le poteau, je crois que là, ils ont son match. J'ai des frissons toujours. Rien que quand tu le dis, Stéphane, j'ai des frissons. J'étais dans le stade à Bologne. 1990, première année de VTM. J'étais dans le stade. On a été éliminés. C'était le drame total. J'avais fait une blague à un copain que j'avais vu juste après le match. Une blague, hein. Il me reproche toujours. Il dit... Enfin, on peut aller à la maison. Il est toujours fâché sur moi. Jusque maintenant. T'as osé dire ça? J'ai osé, mais vraiment en blaguant. Je n'aurais pas dû faire ça. Non. Je n'aurais pas dû faire ça parce que c'était un drame. Mais je me souviens aussi qu'Enzo, donc comme ça correspond vraiment au moment où ma passion pour le foot se déclenche et tout, je me souviens qu'à l'époque, je pensais vraiment Enzo Scifo n'est pas là, ça ne va pas aller aujourd'hui. Donc les seules fois où il n'était pas là, sur blessure, où je me disais non, ça va pas aller. Enzo est là, ça va, tout va aller, on va. Et c'est vraiment cette période 84, 86 et puis 90. Et même s'il était là, c'est vrai, contre l'Angleterre, ça n'a pas été. Non. Ça reste évidemment le souvenir le plus douloureux. Le plus douloureux parce que on était plus fort qu'en 86. Complètement. Mais pour moi, c'est vraiment quasiment de cette époque-là un match de référence. C'était pour moi le meilleur match des Diables Rouges dans cette période. Contre l'Uruguay, ils font un grand match aussi. Et il marque Enzo. Oui, aussi. Un superbe but. Oui, mais bon. Et puis donc Kevin De Bruyne, lui, il est aussi parmi les trois équipes exceptionnelles. Mais vraiment, c'est une exceptionnelle parmi les exceptionnelles. Moi, je me rappelle de ça quand j'étais chez vous, en Ligue des Champions, avec Jean-François. Parce que lui... Jean-François Remy. Avec Jean-François Remy, parce que lui, il l'avait chez les Espoirs. Dimbo, ça, franchement, Kevin De Bruyne, on va en reparler. À ce moment-là,
j'ai commencé à faire attention à son style de jeu. Et il sort de l'eau pour tout. En fait, il a une vista, il a une passe, coup franc, l'intelligence de jeu qu'il a. Il arrive à se positionner vraiment, à recevoir les ballons. Pourtant, tu sais que ce joueur, tu dois le marquer. Tu le sais. Mais quand tu le sais, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment c'est qu'il se retrouve toujours tout seul? Parce que c'est tout simplement l'intelligence de jeu. Et les gens qui n'ont pas été à ce niveau-là ne peuvent pas comprendre. Il ne faut pas croire que c'est une PlayStation où on manipule juste le joueur. C'est vraiment dans sa façon de répéter les gestes. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, sincèrement, franchement, je l'espère pour tous, c'est qu'on aura d'autres joueurs comme lui en équipe belge. Ça va être compliqué, mais je l'espère. Parce qu'avoir ce style de joueur-là, il faut simplement être émerveillé et de voir. Et le pire, c'est qu'on peut le vivre. C'est ça qui est génial. Quand on voit le passé, quand on voit les noms du passé, quel joueur le ressemble le plus à Kevin De Bruyne? Le ressembler? Oui. Style de jeu, qualité, pas physique, mais... il y en a, moi, je dirais qu'il n'y en a pas un qui lui ressemble. Il faudrait prendre un élément de plusieurs joueurs pour le recomposer, pour composer le Kevin De Bruyne actuel. Parce que il y a Vercouteren ici dans la liste. Vercouteren, on l'a mis aussi chez les extérieurs en attaquant. Voilà. Parce que j'aurais dit que pour le toucher de balle, le centre, la qualité des centres et les fameux centres bananes de Francky. Là, il a aussi un peu de Paul Van Imst qui a reçu une passe vraiment dans le pied. C'est encore là, je ne l'ai pas vu jouer, non? Moi, Stéphane. Ok, ça va. Je l'ai vu des images d'archives. Oui, moi j'ai vu. J'ai vu des images d'archives. Pour l'intelligence de jeu... Enzo avait cette vision dont on vient de parler pour recomposer le joueur. C'est vrai que c'est un numéro 10 moderne. En fait, 10, mais il a joué en 6 aussi. Donc on peut le comparer avec Wilfried Van Moer, Axel Witsel, Jeff Jurion un peu. Tu vois, l'intelligence. Qui était aussi très intelligent. Jeff Jurion, toujours d'ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a les qualités d'un 6 qu'on demande à un 6 aujourd'hui. Mais il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire cette passe aussi de construction et de relance. Avant, on ne demandait pas aux 6 d'avoir ça. Non. On demandait d'aller au charbon. Box aussi, aussi. Mais il est... ce qui est incroyable, parfois quand on réfléchit au football, on se dit, ça pourrait être un petit peu jouer avec ses pieds, en fait. C'est pas très naturel de jouer, de pratiquer un sport avec ses pieds. Il y a Mbokeri, donc il est d'accord. Parce que normalement, la meilleure dextérité, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit dextérité, c'est avec tes mains, c'est tous les sports de ballon où tu utilises. Et puis, lui, on a l'impression vraiment, quand il touche et qu'il caresse un ballon, qu'il l'envoie comme un joueur de tennis, par exemple, aussi ferait un coup avec sa raquette. Donc, et puis tu te dis, mais comment il a réussi à mettre le ballon là? Comment le ballon a pris cette trajectoire-là? Comment il va chercher son attaquant? Et aujourd'hui, avec Romelu dans la plénitude de son football, de son talent, mais... J'espère qu'on a encore vraiment quelques belles années à vivre. Et on a surtout ce don du ciel incroyable d'avoir Kevin De Bruyne et Eden Hazard dans le complémentaire, d'avoir eu ces deux joueurs élus la même saison, meilleur joueur du championnat anglais, meilleur joueur du championnat allemand. Est-ce qu'un jour, Stéphane, on a pensé qu'on aurait un Belge élu la même saison dans ces grands championnats, meilleur joueur de la compétition? Et ils sont tellement complémentaires aussi. Donc, c'est unique et c'est pour ça, je pense qu'il faut recomposer. On n'a pas parlé de Ludo Cook. Non, voilà, il y en a plein. On n'a pas encore parlé, on va en parler maintenant parce que choisir, c'est perdre aussi. Renoncer. C'est renoncer. Kiezen is verliezen, choisir, c'est renoncer. Donc, il n'y a pas René van der Eyck, il n'y a pas un travailleur aussi, Yves van der Hagen, par exemple. Timmy Simons. Timmy Simons, Lorenzo Stalens. Marc de Grèze. Ça reste des personnalités, des joueurs d'exception de toute façon. Mais bon, tu nous as dit d'en choisir 3. Voilà, je sais, on peut pas... j'avais oublié Marc, parce que je me dis... Marc de Grèze, il y avait Julien Coles, le capitaine de 1980, on a été vice-champion Europe. Philippe Clément, dans son style aussi...
Oui, c'est... Jean Dox. Jean Dox, oui. Oui, mais c'était tous des joueurs sur une position clé quand même, et très important. Ludo Cook, avec une frappe à la Luc Nielis, mais du milieu de terrain. Oui. Mais discutons sur, comme on dit, Yves van der Hagen, parce que son histoire dans l'équipe nationale, c'est un peu drôle. Moi, je me rappelle qu'une fois, il y avait une Kirin Cup en Asie, en Japon, où George Lekens, je crois, ne pouvait pas compter sur pas mal de joueurs qui ont renoncé, pour des raisons différentes, de ne pas aller en... Et il a dû choisir des joueurs comme Stefan Tange, Koen de Vleeschouwer, je crois même aussi, là je ne suis pas certain, Yves van der Hagen, peut-être Bart Goor, je ne sais pas. Et ces gens-là, ont tenté leur chance, ils l'ont pris, ils sont restés dans l'équipe. Donc si ce tournoi-là se jouait avec les gens qui étaient prévus en premier lieu, peut-être que les gens comme Yves van der Hagen, peut-être, on ne saurait jamais, n'ont jamais été international, mais quand on voit la carrière qu'il a fait, c'est quand même... Et qu'il a mérité de faire cette carrière-là aussi. Absolument, c'est quand même aussi, ça, c'était un pur 6 aussi. Oui. Yves, c'était sur quelqu'un, tu pouvais toujours compter. Oui, absolument. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et souvent, quand tu es sportif de haut niveau, tu passes beaucoup de mauvais moments. C'est vrai que quand on regarde, tout va bien, etc., mais tu as beaucoup de mauvais moments. Et ça, c'est un joueur qui te parvient toujours à te surpasser. Et il suffit de voir la Coupe du Monde qu'il a fait en 2002 au Japon. Simplement exceptionnel. Absolument. Et c'est pour ça que son nom mérite d'être là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas choisir. Tu nous as dit 3. Oui, j'ai dit 3. Voilà, c'est ta faute. C'est bon, on discutera ceux qui ne sont pas dedans, mais qui peuvent être dedans, parce qu'à la fin, ce sont les gens qui vont décider, ce sont les gens, les supporters qui vont voter, donc aux gens de les mettre où ils veulent, au milieu de terrain. Donc voilà, Timmy Simons, un moment record, international record, quelqu'un qui connaissait ses qualités, mais surtout connaissait ses défauts. Quand on ne voyait pas Timmy Simons dans un match, alors il avait fait un match formidable. Oui. Donc il était si... toujours d'ailleurs humble et modeste. Je pense que Robert Wasser, je disais que c'était le premier nom qu'il mettait sur sa comme sa maintenant feuille. Roberto Martinez fait avec et Marc Wilmot, c'est même Georges Lake, ça s'appelle Axel Witsel. Exactement, oui. Exactement. Même ce sont des joueurs aussi, on n'en parle pas beaucoup. Parce que Timmy Simons, c'est pas quelqu'un on parle pas de... C'est pas une grande vedette, c'est pas avec des stars. Le PSV, son histoire s'imposer dans un club comme ça, qui en plus, encore aujourd'hui, était un grand club, mais à l'époque était vraiment un club qui comptait dans le football européen. Et Pobly qui était capitaine légendaire aussi là-bas. Donc c'est quand même une personnalité qui faisait son bonhomme de chemin, tout doucement, tranquillement, mais sur qui on pouvait compter et on devait compter. Mais si on met Timmy Simons ou bien Van der Hagen, il faut sortir Jeff Jurion ou Wilfried Van Moer. Ou Enzo Schifo, non. C'est hors catégorie. J'ai bien compris que Enzo, c'est hors catégorie. Oui, mais c'est tout à fait raison. Mais Timmy Simons, oui, Wilfried Van Moer, il y avait aussi Philippe Clément, par exemple, qui fait maintenant quand même pas une mauvaise carrière comme entraîneur. Non. En tant que joueur aussi, un travailleur, quelqu'un avec... Mais c'est le même style, hein. Bonne pensée. Timmy, Yves et Philippe, c'est le même style de joueur, hein, où travaille. Hein. Si tu ne travailles pas, nous, on va te pousser pour que tu travailles. Hein. Et ce sont des joueurs qui avaient des qualités, et ils savaient, comme tu as très bien dit, où ils étaient leurs qualités. Est-ce qu'on ne manque pas maintenant dans notre équipe idéale? Je vais peut-être jeter un peu d'huile sur le feu. Un type, genre, style René van der Eyck. Oui. Je sentais que tu allais venir sur cette voie-là. Oui, mais... Un type hargneux. Celui qui... Ouais. Qui doit mettre le petit coup où il faut. Mais le football a changé, non? Les personnalités sur un terrain ont changé, puisque justement, on parle des numéros 6. Parfois, on se dit, il y a trop d'analyse, on parle trop...
Mais justement, ça a le mérite aussi d'avoir autant de chaînes de télévision, d'avis, d'émissions, de programmes, de mettre en avant aussi des joueurs dont on parlait moins à l'époque, les fameux joueurs de l'ombre. Le numéro 6 était considéré comme un joueur de l'ombre, même encore du temps où justement Mbo jouait. Et c'est bien qu'un gars comme Mbo, qui était là pour assurer aussi, on va dire, le spectacle vers l'avant, reconnaisse qu'il lui fallait quelqu'un dans son dos qui avait toutes les qualités pour être là, pour compenser, pour en cas de difficulté aussi, en cas de coup dur. Et c'est vrai que ces joueurs-là, du coup, j'ai l'impression, avaient plus de personnalité sur un terrain et dégageaient autant, on va dire, par leur jeu, qu'aussi dans l'âme et dans ce qu'ils apportaient à l'équipe, ce qu'ils mettaient comme impact. Et c'est vrai que parfois, dans le football moderne, je trouve que ça manque. Je suis en train de réfléchir en même temps que je parle pour chercher un joueur qui a vraiment... cette hargne et ce caractère qui fait que toi, tu es devant Mbo et tu te dis, bon, et là, il est dans mon dos, il faut que j'y aille là, parce que sinon, il va me haranguer, il va me crier dessus, il va me dire, allez, vas-y, Mbo, replace-toi. Je pense que peut-être parfois dans le championnat anglais, on voit encore ça aussi. Il y a des capitaines, où il y a Anderson, maintenant le capitaine de Liverpool, qui aussi, de base, est un joueur de l'ombre, mais qui a été mis en avant par l'épopée récente de Liverpool, ou des joueurs comme ça. Mais de ton temps... C'était plus comme ça, les numéros 6 aussi, non? Il fallait, de toute façon, parce que je pense que juste, quand on jouait fort offensivement, le numéro 6, c'était la boum. Il parlait énormément. Énormément. Intelligence de jeu. D'ailleurs, c'est simple, hein, la plupart des entraîneurs actuels sont soit des 6 ou des gardiens. Parce qu'ils étaient obligés de parler. Ils étaient obligés de parler. Simmons qui commence, Philippe. Donc, au niveau de la communication, ils sont très importants à ce poste-là. Oui, puis des joueurs qui ont toujours eu le jeu devant eux, qui ont vu. Alors que vous, les milieux attaquants, tout était dans notre dos. Oui, et un côté aussi parfois un peu plus, et c'est normal, je ne vais pas dire individuel, parce que voilà, tous les joueurs de foot doivent être collectifs avant tout, mais c'est plus aussi, on a des qualités quand on est attaquant ou pour jouer pour soi, parce qu'on a besoin, l'équipe a besoin de ça aussi. Tandis que ces gars derrière, toutes ces lignes arrière, c'est vraiment les membres du collectif et qui font tourner ce collectif. Oui. Donc, met de René van der Eyck, ça n'existe plus alors? Ça existe moins, en tout cas. Moi, je ne vois pas non plus quels sont les joueurs qui ratissent comme ça, ou même des box-to-box. Axel Witsel n'est pas... Et pourtant, joue quasiment au même poste. Ne veut pas lui demander de faire comme Radja, Golan. On a un fameux box-to-box quand même pour le moment, c'est Leander Dendoncker, qui est un marathonien sur le terrain. Mais il a un drôle de style aussi, avec des petits pas. Mais moins hargneux. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est pas dans le même... Mais c'est pas dans cet impact-là non plus dans le caractère. C'est ça, on ne combine plus toutes ces... Parfois, dans le football sud-américain, tu vois encore, notamment, je pense aux Uruguayens, parce qu'ils ont cette réputation comme ça d'être... Ça mettre le pied. Des solides. Mais on va dire ça. Aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi, c'est ce que Mbo dit, c'est plus compliqué de mettre le pied aujourd'hui, notamment avec le VAR. Oui, voilà. On peut plus mettre le pied. Et même avant le VAR, c'était déjà plus compliqué avec toutes les caméras qui sont autour d'un terrain et encore une fois, toutes les rencontres. Il y a pas mal de grands noms qui paraît pas dans votre milieu de terrain à cause du fait qu'on ne les a pas vus jouer, mais il y a des grands noms comme Vic Mees, Antwerp à l'époque. Ça, moi, j'ai pas connu. Vic Mees, Rick Oppens, Vic Mees à l'Antwerp, Rick Oppens à Beerschot, c'était des stars. Pierre Brijn, frère de Raymond Brijn, grand star de la Coupe du Monde 1930 à Montevideo. J'étais pas là, mais bon, j'ai lu beaucoup sur ça. Mais il y en a deux très grand, qu'on n'a pas nommé encore, et un très très grand, Frankie van der Elst. Comment est-ce possible d'oublier Frankie van der Elst? Non, oubliez pas. Expliquez-vous, hein? Mais moi, je donne l'explication, c'est que tu nous as donné 3 possibilités, 3 noms. Oui, mais pourquoi pas Frankie van der Elst? Pourquoi pas? Parce que moi, j'ai voulu jouer avec 3 générations différentes. Passé, présent, futur. Voilà. Dans le présent, j'ai pris Enzo. Donc, et c'est vrai que moi, j'ai encore eu la chance de jouer avec Frankie. Donc, non, un homme extraordinaire, exceptionnel. Hein. Et c'est du même style encore que Philippe et tout ça. Numéro 6. Très intelligent dans son placement. Très, très intelligent. C'était pas le gars mais c'est quelqu'un qui se plaçait très, très bien. Une bonne vista aussi pour un demi-défensif, comme on disait à ce moment-là.
Non, oui. Il y a aussi 70 sélections, un truc comme ça. Même style comme Lorenzo Stahler, c'était 2 copains aussi. Oui. Van der Elst, Stahler aussi, là aussi. Et puis Van der Elst, c'est la grande époque de Bruges aussi, avec la Coupe d'Europe, la rencontre contre Dortmund. Mais il avait un style différent physiquement aussi. Il ne nous en voudra pas des autres qui étaient... oui, tout à fait différent. Et lui, c'était étonnant. Voilà, c'est ça. Pardon? Mais c'est pour ça. Très, très... longiligne, mais c'est pour ça aussi. Il y a une Coupe du Monde qui est tombée. Mais c'est pour ça que, d'autant plus, vous parliez de sa vista et de son placement, qu'il devait l'avoir plus que les autres aussi, pour compenser peut-être dans l'impact physique, mais ça va mettre le pied aussi, oui. Frankie Van der Elst, mais je crois que beaucoup de gens vont voter pour lui. Hein. Oui, absolument. Et maintenant aussi dans ses analyses, toujours très précis, oui. Très calme. Ben, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi en tant que journaliste et lui consultant avec les collègues néerlandophones. Oui. Super gars en plus. Hein. Oui. On rigole bien avec Frankie en fait. The guy next door, comme on dit en anglais. Hein. Resté très humble. Puis Van der Elst, c'est aussi un nom qui marque dans le football belge. Hein. Ah oui, évidemment. Oui. Il y a eu plusieurs Van der Elst. Léo, François, à l'époque. Bon, et encore un grand qui joue toujours. Il n'est plus Diable Rouge. Moussa. Qui est retourné en Belgique. Oh non. Defour. Steven Defour. Ah oui. Aussi, sur le 6. Non? Bien sûr. Aussi, quelqu'un qui est hargneux aussi. Intelligence de jeu. Oui. De toute façon, au poste à lequel il joue. C'est un type Van Moer, hein? Oui. Steven Defour, il a vraiment... aussi le physique, un peu. Pas parmi les plus grands. Mais... Non, mais justement, c'est par ça qu'il compense. Pas parmi les plus grands, mais c'est quelqu'un, il allait chercher le ballon où il faut. Hein. Et quand il fallait aussi. Hein. Une mentalité extraordinaire. Hein. Un vrai combattant. Quelqu'un qui va jusqu'au bout. Le match n'est jamais fini, oui, c'est ça. Le match n'est jamais fini. Je parcours la liste. Le plus grand talent, on vient de... en parler un petit peu, mais le plus grand talent qui n'avait jamais ou presque jamais une place fixe dans le 11 de base, Moussa Dembélé. Qui joue mieux avec le ballon Personne ne sait lui prendre le ballon. Quand il veut, personne ne sait lui prendre le ballon. Hein. C'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance d'avoir joué avec lui. Oui. Et aussi, quelqu'un qui sait jouer des 2 pieds. C'est aussi quelqu'un qui sait chercher le ballon. Hein. Oui. Mais il n'est pas dans les 3 parce que... Il y a des joueurs... C'est le plus... Compare un peu Enzo Schifo et Moussa Dembélé. Non, c'est pas comparé. C'est pas possible. C'est pas tout à fait. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas un 10. Mais non. Techniquement, c'est un des joueurs les plus doués que la Belgique ait connu. Je parle des qualités comme joueur, technique, avoir le ballon. Couverture de balle. Avec les diablotins, les espoirs. Je parle pas de position, mais... Ouais, les Jeux Olympiques à Pékin, il était exceptionnel. Et puis sa carrière à Tottenham aussi veut dire beaucoup et veut tout dire. Et c'est aussi un joueur dont l'entraîneur mettait le nom en premier sur... Mais peut-être que chez les Diables, il n'était pas au rendez-vous au bon moment. Avec les bons joueurs, les 11... Mais puis Stéphane, tu as très bien dit, c'est que il n'avait pas une position fixe. Oui, c'est ça. Non. Oui. Et donc, du coup, une position fixe. C'est ça. Oui. Mais balle au pied, oui, c'est vraiment le ballon lui collait au pied. En plus d'avoir toutes les qualités, comme tu disais, pour récupérer et tout. Techniquement, c'était vraiment très, très agréable à regarder jouer, évidemment. Ah oui, ça certainement. Bon, voilà, je crois qu'on a donné notre équipe. On a donner pas mal de possibilités aussi aux gens pour voter, donc pas mal de joueurs pour discuter. Chez vous... Il y a Witsel, hein? Il y a Witsel, on a parlé de Witsel un peu. Tu veux encore dire quelque chose? Non, je me disais juste en regardant, c'est notre numéro 6 aussi actuel, et absolument, sur qui on compte... Mais il est différent que d'autres. Il a un style plus élégant. Plus propre. Oui, mais justement... C'était une force aussi, parce qu'il ne commet pas beaucoup de fautes, en fait.
finalement, parce non. qu'il a cette élégance dans la récupération. Il n'a pas besoin. Il y a certains entraîneurs qui vont dire c'est dommage qu'il ne commette pas de plus de fautes au poste où il est. Mais c'est pour ça la raison que j'ai dit on ne manque pas un René van der Rijken. Oui, de pouvoir faire une petite faute. Mais les qualités comme footballeur du Witzel, c'est différent. Mais on ne doit plus. Voilà, les Diables Rouges d'aujourd'hui n'ont plus besoin parce qu'ils jouent dans une autre dimension, une autre stratosphère. Et donc, c'est autrement qu'ils récupèrent le ballon finalement. C'est plus haut, c'est parce qu'ils ont toutes les qualités aussi. Et Axel, c'est vrai, derrière. Déjà, Axel, chapeau pour sa carrière, comment il l'a géré, parce que c'est vrai qu'en tant que journaliste, on s'est parfois dit où il va là, il est parti, Russie, Chine. Et puis aujourd'hui, s'être imposé au Borussia Dortmund, encore une fois aussi dans des clubs historiques et encore actuellement du football européen, c'est chapeau. Et il a encore pris une autre dimension, justement. Et sous Roberto Martinez aussi, donc indispensable. OK. Donc, l'embarras du choix. Oui, exactement. L'embarras du choix pour les gens pour voter. Un grand merci d'être venu ici dans notre petit studio pour discuter sur les milieux de terrain. Merci Christine, merci Mbo. Merci de Et l'invitation. à vous, votez, choisissez et votez. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre 3e épisode, consacré à la recherche de l'équipe la plus légendaire de ces 125 dernières années. Merci pour votre écoute. Si vous ne voulez manquer aucun épisode, abonnez-vous alors à ce podcast via votre application podcast favorite. Ce podcast a été rendu possible grâce à nos partenaires Adidas, Côte d'Or et Jupiler.